Allô, bonjour, bienvenue à la table ronde de présentation de Denis Bajram, Sa vie, son œuvre. Alors, Denis Bajram est né en 1970, il est élevé dans la religion catholique chez les oratoriens, et puis il remet sa foi en cause quand il arrive aux Beaux-Arts, mais après les Beaux-Arts, il passe aussi par les arts décoratifs. Il a étudié également à Jussieu les mathématiques. Il collabore d'abord à des fanzines, Scarf, le Goinfre. Il illustre pour Hachette. Il crée un atelier en région parisienne avec Mathieu Lefray, rejoint l'atelier Sans eau à Angoulême, l'atelier Entropie. Puis il travaille aussi à l'atelier Saint-Julien, les Cuves. Et il a une œuvre qui est principalement représentée, on connaît beaucoup Universal War, parce que c'est une énorme saga très importante, planifiée quand même sur 3 séries de 6 albums chacun. Mais il a commencé par d'abord une première BD qui était déjà dans la science-fiction, mais la science-fiction un peu horrifique et avec de l'humour, qui est Cryozone, chez Delcourt, scénarisé par Thierry Calto. Une histoire spatiale sur fond d'intérêt économique. Comment s'est passée la genèse de ce projet? En fait, c'est un peu n'importe quoi le début de ma carrière dans la bande dessinée, parce que j'avais fait beaucoup de fanzina, je m'étais fait remarquer là-dedans, on a vu un alpha avec un fanzine à Angoulême, donc voilà, j'avais ma petite notoriété d'amateur, on va dire, mais j'avais un peu de mal à rentrer dans les maisons d'édition. Et il s'avère que j'étais en train de préparer un projet dans l'atelier que j'avais avec Mathieu Lefray à l'époque, qui était tout juste signé chez Delcourt, et j'avais préparé un projet de science-fiction qui est le prototype de Universal War. Et Guy Delcourt est passé à l'atelier avec Thierry Calto, le scénariste d'Aqua Blue, qui était la grande série de science-fiction à l'époque. Et ils sont passés pour d'autres raisons, à savoir pour parler d'un CD-ROM. Et Mathieu, à l'époque, avait fait pas mal de multimédia, et il avait dit, ouais, mais Denis, s'il connaît encore plus, passez à l'atelier, on va déjeuner, on parlera de ce problème de CD-ROM d'Aqua Blue. Et Thierry Calto a regardé mes planches de mon projet en cours à l'atelier, comme ça, et puis on est allé manger, on a parlé de CD-ROM. Il a dit, je peux remonter? Et il est remonté à l'atelier, il a regardé les planches, il a dit, vous pouvez pas faire un comme nous? Donc pour entrer dans la bande dessinée, on me propose de reprendre la plus grosse série de SF de l'époque. Il s'avère que ça s'est pas fait parce qu'il n'avait pas prévenu le dessinateur de l'époque qu'il allait lui mettre un petit jeune dans les pattes. Donc ça s'est passé un petit peu de manière un peu sportive et assez vite. Thierry m'a dit, bah écoute, il y a le projet Cryozone qui vient d'être abandonné par Sanevins, avec qui il l'avait développé, parce qu'il finalement il le trouvait trop sérieux à l'arrivée. Il a dit, bon, puisqu'on ne fait pas Aqua Blue, est-ce que ça t'intéresserait qu'on fasse Cryozone? Donc voilà comment ce projet se monte. Donc c'est pas du tout mon histoire. C'est un projet développé avec d'autres, qui rentre second degré, puisque c'est une histoire de zombies dans l'espace. Mais alors après le travail pour le fanzine, là tout à coup on se retrouve avec 2 albums, avec un certain degré de réalisme, avec des exigences de publication. Obligatoirement on en ressort transformé. Qu'est-ce que ça a apporté? En fait, ce qui est assez étrange, c'est que notre génération a eu beaucoup de mal à signer. Parce que de fait, on a été beaucoup plus nombreux à arriver. Les vieilles maisons d'édition, Largo, Casterman et compagnie, ne voyaient pas le vent tourner. Ils n'étaient pas au courant que Star Wars était sorti, que Akira existait. Donc en fait, les influences comics, les influences manga, tout ça, ils n'en voulaient pas. Alors nous, on était la toute première génération qui était franchement influencée par le comics, et pas mal, pour des gens comme moi, par le manga. Et quand ils voyaient une planche, ça leur passait totalement au-dessus de la tête. Donc de fait, on était très. Moi quand j'ai signé, il y avait un copain qui avait compté, je ne sais plus, j'avais fait 500 ou 800 planches de bande dessinée déjà. Donc j'étais un véritable auteur, même si je n'avais jamais eu d'album. Donc en fait cet album, ça a été vraiment une sorte de, non pas une révélation de ce que j'étais capable de faire, mais au contraire une sorte de Remonter. Oui, puis c'est je sédimenté mon artisanat. Je l'ai fixé, je vais essayer de lui donner une stabilité, parce qu'avant je faisais 5 pages par-ci, 8 pages par-là. Voilà, c'était plus un moment où il a fallu accepter de rendre 96 pages dans un seul style, avec un seul rendu. Donc voilà, quelque part j'ai choisi mon style, même si c'est pas la démarche que j'avais, mais voilà, je me suis retrouvé à figer un style à ce moment-là, parce que voilà, on va pas dessiner un album en changeant de style toutes les 5 pages, quoi. Voilà, c'est surtout ça que ça a apporté.
Oui, alors vous parliez de Star Wars et d'Akira justement. Bon, l'influence du découpage et de la vitesse notamment que l'on peut avoir dans le manga est évidente, mais il y a une autre influence aussi, c'est celle des comics américains. Alors, beaucoup plus importante chez moi. À l'âge de... J'ai commencé en tant que lecteur tout gamin comme tout le monde avec Astérix et... Enfin tout le monde à l'époque, Astérix et Tintin. Tintin c'était ma fascination complète, je les ai lus 20 fois, 30 fois, enfin... Donc quand j'ai commencé à vouloir faire de la bande dessinée, je voulais faire du Tintin. Puis très vite, j'ai voulu faire du Goldorak parce que Goldorak est arrivé à la télé française. Et alors les robots géants japonais, c'était génial. Et très très vite, il y a des copains qui m'ont passé mes premiers Strange, donc les revues de super-héros françaises de l'époque. Strange, pardon, je l'ai dit à l'anglaise. Strange, Nova, tout ça. Donc j'ai commencé à lire des super-héros américains. Et alors là, c'était la révélation, par-dessus la révélation de la révélation. Et je pense, de l'âge de 11 ans à 16 ans, 17 ans, je n'ai quasiment envisagé mon avenir en tant que dessinateur de BD que comme un dessinateur de super-héros aux États-Unis. J'ai commencé à préparer même un gros projet avec Jean-Marc Léné, qui depuis a fait sa carrière en parallèle en tant que critique de BD et de comics. C'était vraiment le comics. Il s'avère que sur ma route, il y a eu la rencontre avec un livre qui a été fondamental pour moi, qui a été La fièvre d'Urbicande de Benoît Peters et Skelton, qui était le tome 3, je pense, ou le tome 4 de des Cités Obscures, et de celui qui est sorti juste après, que j'ai acheté juste après, qui était La Tour, qui sont deux extraordinaires livres, et qui m'ont révélé que la BD franco-belge, c'était pas seulement du gros nez, ce genre de choses, mais ça pouvait être des bouquins totalement majeurs en termes d'ambition, et en termes d'artisanat du dessin, puisqu'il y a chez Skelton un niveau de dessin de type gravure extraordinaire qui, voilà, à la fin de l'adolescence, m'a totalement fasciné. Donc ces deux bouquins m'ont retourné comme une crêpe en disant « Ah, mais l'Europe, c'est pas mal finalement ». Et puis alors, comme c'était une collection, j'ai été acheté ici même de Tardy, qui était dans la même collection, la collection à suivre de Casterman. Et alors là, je comprenais même pas ce que je lisais. Le dessin, c'était un truc que je devais pas aimer, mais j'aimais quand même. Il y avait un scénario qui était espèce de fable semi-onirique, semi-kafkaïenne, enfin c'était... Et ça a vraiment été des chocs très importants. Et en fait, ça m'a, quelque part, c'est ce qui m'a orienté à sans doute aller vers les beaux-arts, c'est-à-dire, ça m'a révélé que la bande dessinée, c'était un art, et que l'art, c'était pas que la bande dessinée. Et ça m'a ouvert des tonnes de questionnements que je ne me posais pas avant. Avant, j'étais juste un geek, disons-le, qui se limitait à être un fan d'un certain genre. Quoi, voilà. Oui, justement, pour parler de passerelles entre différents médias, aux Arts Déco, vous aviez étudié la scénographie. Quelle a été l'influence, et est-ce qu'il y a déjà eu une influence de la scénographie sur la mise en page ou sur la mise en scène des personnages, des lieux dans les BD? Alors la scénographie, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'art du décorateur de théâtre jusqu'au commissaire d'exposition, on va dire. C'est tout ce qui est l'aménagement de l'espace et de la scène pour dire des choses. Évidemment, ça n'a rien à voir avec la bande dessinée a priori. Toutes ces études d'art et la scénographie, ça m'a fait réfléchir beaucoup à qu'est-ce que c'est que parler, qu'est-ce que c'est que communiquer, qu'est-ce que c'est que raconter, comment on transmet les choses aux gens. Qu'est-ce que les gens en comprennent? Parce que l'air de rien, on croit au début que quand on fait un dessin, tout le monde va voir le même dessin. Et puis en fait, très très vite, on s'aperçoit que chacun a sa perception. Pareil pour une expo. Donc comment prendre les gens par la main? Donc par exemple, dans le cadre de la scénographie d'exposition, j'ai appris à comprendre les rythmes de quelqu'un face à une exposition et à le prendre par la main. Et je pense que dans la bande dessinée, ma manière de raconter, c'est une manière de prendre les gens par la main et de les guider dans mon récit, de manière de faire un chemin très marqué, même si j'essaie qu'il ne se voit pas. C'est en douce. Oui, l'école Hergé, l'école franco-belge. Finalement, oui. Revenons sur d'autres BD, notamment Les Mémoires mortes, là publiées aux Humanoïdes, associés. Alors, la BD est un peu particulière pour ce qui vous concerne, puisque vous avez écrit le scénario du tome 1 et réalisé les couleurs du 2. Comment s'est passée cette collaboration? Parce que finalement, alors là, il y a réellement un certain nombre d'artistes qui se sont attelés au projet. En l'occurrence, j'ai fait le scénario du 1 et le storyboard. Ce qui fait que cet album ressemble beaucoup à du Denis Bajram. C'est même ça qui m'a fait réaliser qu'il fallait plus que jamais que je fasse le storyboard pour un autre dessinateur.
parce que j'ai des storyboards très, vous les avez sans doute vu dans l'expo, qui sont très prégnants, qui vont un peu droit au but, où on voit déjà la page finale de manière très claire. Et le dessinateur, il était assez jeune, mais bon, je pense que ça fait ça à peu près à tous les gens que j'ai rencontrés, a eu tendance à rentrer dans mon chemin et finalement à faire du Denis Bajram. Ce qui n'est pas très intéressant parce que je ne suis pas à la recherche de clones de moi-même. Donc voilà, c'est un album dans lequel j'ai appris que j'aurais du mal à collaborer justement. En étant trop fortement auteur de bande dessinée, j'envisageais pas d'écrire des scénarios parce que quand on voit dans sa tête les pages, réellement, s'amuser à les retranscrire en littérature, en texte, c'est ingrat. Et on a l'impression de gâcher, de perdre énormément. Et c'est en effet le but, c'est en effet de perdre beaucoup d'informations pour que le dessinateur puisse s'en emparer et créer son propre monde. Ce qui fait que les collaborations suivantes en termes de scénario, et ça a commencé dès le tome 2 des Mémoires mortes, ça a été avec Valérie Mangin, mon épouse, qui est scénariste et pas dessinatrice, et pour qui sur le texte est le seul moyen de communiquer de ce qu'elle voit d'une planche de bande dessinée. Donc voilà, et c'est elle maintenant qui écrit nos histoires communes. Oui, mais c'est vrai que les didascalies dans un scénario, finalement, c'est pratique et c'est obligatoire, mais en même temps, ça prend un temps fou, parce qu'il faut exprimer tout ce qui est visuel, et que, en fait, nous, on voit immédiatement comme tâche, comme signe sur la page. Oui, voilà, c'est quand même très étrange de revenir à cette non-compréhension de l'image. Enfin, il faut une neutralité. Il faut 4 pages de texte pour résumer une seule image, quoi, si on veut mettre tout ce qu'on compte mettre dedans. Surtout que quand on regarde les pages, les premiers jets, les mises en place dans l'expo, on s'aperçoit très rapidement qu'en fait c'est mis en place évidemment de façon très, très lâche, puisque bon, il s'agit d'un croquis de base, mais par contre la lumière, la mise en place, l'espace et la narration, et surtout la lumière, j'insiste au-dessus, sont déjà là, comme si finalement après, une fois que c'était décidé, il n'y avait plus qu'à exécuter, et en précisant, mais toutes les intentions sont déjà présentes, mais surtout j'insiste sur le fait qu'avec le travail au marqueur assez épais, on a les masses lumineuses. Alors depuis 2004, c'est pas du marqueur, c'est du gros crayon dans Photoshop. Alors oui, mais c'est l'esprit marqueur. J'ai clairement gardé ce que j'avais capturé au marqueur avant sur mes formats A4, qui d'y aller en masse justement. Pour moi, le brouillon de page, le storyboard, déjà, alors je fais en général au moins par séquence, c'est-à-dire s'il y a une scène, je fais toute la scène d'un seul tenant. Ça m'arrive de le faire même par gros chapitre, et de plus en plus même de faire tout le storyboard avant l'album. En fait, c'est un moyen pour moi de lire la bande dessinée avant qu'elle ne soit faite. Si je ne peux pas me relire, je me rends compte que je n'arrive pas au niveau de finesse que je veux à la fin. Donc je me relis, je me réfléchis, jusqu'à que la bande dessinée soit optimum. Et je ne vois pas comment me passer de la lumière, qui est si fondamentale dans ma manière de dessiner et de faire les images. Je ne vois pas comment me passer, par exemple, de l'impact des planètes, comment les représenter avec un trait. Ça n'a pas du tout le même impact que ça aura à la fin en couleur. Donc voilà, je vais essayer de m'approcher au maximum. Et quelquefois, je me dis même que je vais finir par faire mes croquis en couleur. À part que ça pose un problème de tambouille monstrueux, donc je laisse tomber, quoi. Mais dans l'absolu, je pourrais travailler en couleur, gros feu de couleur comme ça, au marqueur, comme on faisait dans la publicité dans le temps. Ça pourrait être une idée, quoi.